Si tu veux, le problème, c'est que le raisonnement qui consiste à dire, il y a qu'en jouant au football et il y a qu'en jouant au rugby que tous les fondamentaux moteurs nécessaires pour jouer au football et au rugby vont venir, c'est pour moi un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est peut-être juste chez certains joueurs, c'est-à-dire que des gens qui ont une motricité par ailleurs assez développée, mais qui pour certains est totalement faux. Et en gros, tu vas t'apercevoir que si tu développes pas en parallèle ces fondamentaux moteurs, mais il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que le sprint, ben, ce joueur-là, il va se développer dans son sport avec quelque chose qui lui manquera dans le registre moteur global. Et ce quelque chose qui lui manque, par définition, la pratique de son sport de façon répétée ne peut pas lui apporter. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Benoît Morin, professeur à la faculté des sciences du sport de l'Université Côte d'Azur à Nice. Ses travaux de recherche visent à améliorer l'analyse de la locomotion humaine et de la performance sportive, notamment par le développement et la validation de modèles théoriques et de méthodes utilisables en conditions réelles de pratique. L'objectif est d'améliorer la performance ainsi que la gestion de certaines blessures liées à la pratique sportive. JB a déjà publié plus de 130 articles dans des revues scientifiques et dirigé un ouvrage collectif. JB, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est un plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel et professionnel et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, rapidement, j'ai été formé à Besançon. Je suis originaire de la région de Besançon, en Franche-Comté, en sciences du sport. En parallèle de ça, j'étais joueur de football et athlète. Et donc, j'ai passé en même temps ma maîtrise en sciences du sport et un diplôme d'entraîneur d'athlétisme en France. Et puis après, j'ai fait un doctorat en faculté de médecine sur la locomotion, la biomécanique de la locomotion à Saint-Étienne. Et puis ensuite, j'ai été recruté comme maître de conférence, donc assistant professor, le terme international, à Saint-Étienne. J'ai bossé 10 ans là-bas et je suis descendu à Nice, pas vraiment seulement pour le soleil, mais surtout pour prendre une position de professeur, donc pour une promotion. Et depuis 6 ans maintenant, je suis ici et je mène et je dirige des recherches en sciences du sport. Donc, j'ai un parcours qui part de l'entraînement sportif, qui fait un détour vers la biomécanique de la locomotion pour revenir appliquer tout ça à nouveau à de la performance. C'est mon thème actuel. Et donc au quotidien, en tant que professeur et chercheur dans le monde de la performance, à quoi ressemble ton travail au jour le jour? Au jour le jour, dans les temps normaux, on va dire, il y a à peu près un tiers de mon travail qui consiste à faire et à encadrer des gens qui font de la recherche. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus excitante du job, hein, c'est-à-dire répondre à des questions, trouver des nouvelles choses, les appliquer. Il y a un tiers de mon temps, c'est de l'enseignement. Donc, j'enseigne essentiellement en master entraînement. Et puis, le dernier tiers, c'est tout ce qui est administratif, gestion. Je pilote le master, le diplôme de master. Donc, c'est un peu un travail d'organisation, on va dire. Et en parallèle de ça, j'ai une activité de consultant, c'est-à-dire que je suis consultant pour conseiller scientifique, on va dire, pour des clubs, des équipes qui cherchent un peu à mieux comprendre ou mieux appliquer nos travaux. Et donc, étant donné ton expérience en tant que non seulement athlète, mais aussi coach et chercheur dans tout ce qui est biomécanique de la course, du sprint, euh, du point de vue de ces trois différentes casquettes, si on veut, que tu as portées à un certain moment et que tu portes encore, quel est le rôle du sprint pour toi dans les sports collectifs? Parlons par exemple du foot et du rugby pour faire simple et pour donner un exemple pratique que tout le monde pourra visualiser. Bah, si tu veux, c'est un rôle par rapport à la performance qui est crucial parce qu'on s'aperçoit que même si statistiquement les joueurs sprintent pas beaucoup et pas longtemps pendant un match, la quantité compte pas. L'importance du sprint est cruciale parce qu'on s'aperçoit que les actions décisives sont très souvent des actions à très haute intensité, soit en attaque, soit en défense. Donc, je vais dire que une bonne capacité d'accélération et de production de vitesse, c'est clé pour un joueur de sport co, football, rugby notamment. Ça ne veut pas dire que c'est indispensable et que c'est la seule voie de qualité de jeu, mais ça veut dire que une composante importante du bagage global. Et donc, dans ces sports collectifs, pour toi, quel est le rôle de l'entraînement, on va dire, plutôt côté technique de course? Donc, on va dire, par exemple, les gammes athlétiques, l'école de course, toutes ces choses-là. Quel rôle est-ce que ça prend pour toi dans un cadre général de sport collectif et de l'apprentissage du sprint? Si tu veux, pour moi, ça joue deux rôles. Le premier rôle, c'est un rôle direct qui est de dire euh, si tu veux être efficace et avoir une bonne performance en sprint, à un moment donné, ça doit passer
par certains points non négociables techniquement qui peuvent être des limitants de la performance. Alors l'idée, c'est pas de dire on va prendre tous les joueurs de sport co et on va les faire devenir des athlètes modèles avec des foulées magnifiques. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire si ce joueur de sport co, dans l'entraînement de sa vitesse, de sa capacité de sprint, il y a le facteur technique de course qui vient être un frein. Il y a des choses qu'on peut très facilement identifier, hein, les appuis, la qualité de l'organisation globale du geste. Eh ben, on va le faire travailler entre guillemets comme un athlète. Mais en fait, l'idée, c'est pas de le faire travailler comme un athlète, c'est de le faire travailler comme un joueur de football ou un joueur de rugby chez qui on veut améliorer globalement la technique de course. Et encore une fois, il y a des joueurs chez qui c'est pas ça le facteur limitant. Et là, je trouve qu'il y a un point intéressant d'un point de vue du coaching, c'est l'individualisation du travail. Dans une équipe de football avec 20 joueurs, il y a peut-être 5-6 joueurs qui ont une course qui est pas parfaite, mais qui n'est pas problématique. Chez eux, on travaillera autre chose. Et il y a des joueurs, en revanche, qui ont une course problématique d'un point de vue de la perf et probablement aussi problématique d'un point de vue du risque de blessure. Donc là, il faut se poser la question de travailler. Tu as parlé un petit peu de l'idée de ne pas faire des joueurs de rugby ou de foot des coureurs de 100 mètres ou de 200 mètres, parce que c'est clair que ce n'est pas du tout le même sport. Au niveau biomécanique, quelle différence il y a entre, disons, un 60 ou un 100 mètres sur piste et ensuite une course optimale, entre guillemets, mais sur un terrain en herbe, avec la considération qu'il y a des gens en face, qu'il y a des appuis à faire, qu'il y a un ballon en main peut-être. Donc, quelle différence, toi, tu vois au niveau biomécanique sur ces deux versants? Alors, il y a deux différences principales. La première, elle est au niveau des appuis, c'est-à-dire qu'en fait, une piste en tartan, c'est quelque chose d'assez rigide, d'assez stable quand tu le compares à un terrain de football, même s'il est de très bonne qualité, même s'il est synthétique. Donc, d'une part, il y a des appuis différents et d'autre part, il y a une organisation corporelle complètement différente. Dans un cas, tu es sur du linéaire sans perturbation et sans incertitude. C'est-à-dire qu'en gros, tu bâtis ton sprint et c'est pour ça que la technique revêt un intérêt énorme. Et puis dans l'autre cas, tu as de l'incertitude, tu as des changements de direction et tu n'as quasiment aucune certitude d'avoir du linéaire. Tu as du linéaire sur des très courtes distances. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, on va essayer de prendre les éléments importants d'un cas pour les transférer dans l'autre sans perdre la notion de spécificité. Et je pense que c'est une erreur majeure qui est faite parfois par des préparateurs physiques ou des entraîneurs qui viennent du monde de l'athlétisme, de transférer ça directement au sport collectif en oubliant un peu les spécificités. Donc, c'est-à-dire qu'un joueur de sport collectif, par exemple, il doit générer des accélérations à partir de vitesses de départ qui sont relativement aléatoires et complètement différentes au cours d'un match. On ne génère jamais une vitesse de zéro quasiment dans un match de football ou de rugby, alors que c'est le cas sur un 100 mètres. Et donc, il faut être capable d'être un générateur d'accélération dans plein de situations différentes. Et ça se travaille différemment de ce qu'on fait en athlétisme. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un transfert intelligent et adapter des choses. Est-ce que pour toi, dans ce contexte-là, il y a quand même une place pour, on va dire, apprendre les fondamentaux du sprint dans un environnement qui est, entre guillemets, assez fermé et contrôlé, donc qui est un petit peu, si on veut, plus simple que l'environnement d'un terrain, et ensuite progresser vers des choses plus spécifiques, plus complexes, plus appliquées? Pour moi, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que défend un entraîneur d'athlète qui vient du football et qui est aussi préparateur de joueurs de sport co, qui s'appelle Stuart McMillan, qui est Ouais. canadien-américain. Et en fait, lui, son idée, c'est de dire, avant de pouvoir transgresser les règles du sprint pour les appliquer à ton sport, il faut apprendre les règles du sprint. Donc, la démarche, elle va dans ce sens-là. Donc, il y a des fondamentaux. C'est un peu comme si tu voulais devenir un musicien qui fait de l'improvisation et il faut quand même des fondamentaux de base avant ça. Donc, quels sont les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est des appuis qui sont extrêmement comment dire, dynamiques. C'est des appuis qui sont extrêmement courts, donc c'est capable d'appliquer beaucoup de force sur des durées très courtes. Un autre fondamental, c'est la façon dont on gère le mouvement des segments, c'est-à-dire le terme anglais, c'est leg switch, c'est-à-dire la façon dont on gère le mouvement des jambes et le retour de la jambe libre lors de la foulée. Mhm. Et puis un dernier mouvement, un dernier non négociable, j'allais dire, c'est la position globale du tronc et du bassin pendant la course, qui doit être elle aussi maintenue et comment dire, contrôlée de façon importante. Donc voilà, tu as en gros 5 ou 6 grands critères visibles que tu peux maintenant analyser avec des caméras haute fréquence qui sont dans des appareils de téléphone ou des tablettes et qui te permettent de dire, voilà, ce joueur, il a les fondamentaux, on peut aller travailler dans du spécifique et ce joueur, il lui manque tel ou tel fondamental et on va essayer de travailler à ça.
Est-ce que tu penses que cet aspect fondamental du sprint, c'est peut-être une des pièces manquantes dans certains processus de préparation physique, notamment où on veut faire que du appliqué, on veut faire que du terrain, on veut faire que du spécifique? Ben, si tu veux, le problème, c'est que le raisonnement qui consiste à dire il n'y a que en jouant au football et il n'y a que en jouant au rugby que tous les fondamentaux moteurs nécessaires pour jouer au football et au rugby vont venir, c'est pour moi un raisonnement qui est faux. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est peut-être juste chez certains joueurs, c'est-à-dire que des gens qui ont une motricité par ailleurs assez développée, mais qui pour certains est totalement faux. Et en gros, tu vas t'apercevoir que si tu ne développes pas en parallèle ces fondamentaux moteurs, mais il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que le sprint, ben, ce joueur-là, il va se développer dans son sport avec quelque chose qui lui manquera dans le registre moteur global. Et ce quelque chose qui lui manque, par définition, la pratique de son sport de façon répétée ne peut pas lui apporter. Voire même, elle peut l'enfermer dans un schéma moteur qui n'est pas assez riche. J'adore le terme de culture physique. C'est un terme qui est, à mon avis, en France, alors toi, tu dois bien avoir vécu ça au Canada, mais en France, le terme de culture physique, il n'est pas assez développé. Euh, je ne vais pas donner d'exemple rapidement, mais j'ai vu des professionnels dans un sport qui implique beaucoup de sauts me dire, écoute, je ne peux pas faire un saut avec 40 kilos sur mes épaules parce que tout va péter. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que certes, ils sont au plus haut niveau dans une hyper spécificité, mais leur culture physique globale est tellement pauvre qu'ils ne sont pas capables de faire des choses de base et de maîtriser certains fondamentaux. Tu vois. Donc, ça, c'est important. Et je suis désolé, mais certains fondamentaux se développent de façon analytique indépendante du sport en question par une préparation physique spécifique. Et donc, pour revenir à certains aspects, on va dire, de la technique de sprint qui est important, qui est fondamental, avant de passer à des choses appliquées, ou en tout cas en le faisant en parallèle, est-ce que tu peux parler un petit peu du rôle que joue le bas de la jambe? Donc, on parle du pied, de la cheville, tendon d'Achille, mollet, en ce qui est des propriétés d'élasticité, mais aussi de rigidité qu'on doit créer pour ensuite pouvoir se propulser correctement en sprint. Et je pense ce bas de la jambe qu'on oublie, qu'on néglige peut-être un petit peu, alors qu'il joue un rôle fondamental, étant donné qu'autant en foot ou en rugby, on va passer 60, 70, 80 minutes sur nos pieds sur un terrain pendant un match. Oui, c'est clair. Alors en fait, la base de tout ça, c'est de bien repenser à l'aspect biomécanique des choses. À chaque fois qu'un joueur se déplace, qui fait un mouvement, qui frappe la balle, qui change de direction, son système produit de la force, ses muscles du membre inférieur produisent de la force, et les footballeurs, par exemple, génèrent beaucoup de force au niveau des muscles de la cuisse, de la face antérieure, les adducteurs, etc., des fessiers. Mais cette force, elle va être transmise sur le sol à l'endroit du pied et à l'endroit de l'articulation, des articulations du pied et de l'articulation de la cheville. Ça veut dire que si à l'extrémité de cette chaîne cinétique, il y a une faiblesse, euh, peu importe ce qui se passe au-dessus, j'ai même presque envie de dire, ce qui se passe au-dessus va venir interagir négativement avec ce qui se passe en bas, c'est là que ça va coincer. Donc, il ne faut pas être des colosses au pied d'argile, il faut bien imaginer que quand la force produite par l'athlète est transmise au sol, ce que veut l'athlète, c'est que le sol lui renvoie une force de réaction pour faire son mouvement. Et bien, en fait, cette transmission, elle passe, in fine, par le pied et par la cheville. Ce qui veut dire que parfois, on voit des joueurs qui ont d'énormes capacités musculaires proximales, on va dire, c'est-à-dire dans les muscles, les gros muscles du milieu du bassin, de la cuisse, et qui manquent de qualité neuromusculaire dans les étages inférieurs, et la transmission va être très mauvaise. Alors, on ne passe pas sur le chapitre du risque de blessure, mais cette transmission-là, elle doit avoir une importance dans le développement. Et encore une fois, il y a des histoires individuelles. Il y a des joueurs qui ont une excellente transmission et qui manquent de puissance globale. Il y a des joueurs, tant mieux pour eux, qui ont les deux. Il y a des joueurs, tant pis pour eux, qui pêchent un peu dans les deux. Et il y a des gens qui sont déconnectés entre les capacités des différents systèmes. Donc là, il faut être clair là-dessus. C'est un diagnostic individuel qu'il faut faire. Et chez certains joueurs, il faut axer du travail de complément sur ces qualités-là. Et donc, pour aller un petit peu à l'opposé de ça, du bas de la jambe, parle un petit peu du haut du corps, du rôle des bras dans la fonction que ça a de, en gros, contrebalancer les mouvements qu'on fait avec les jambes. Et si on est tout, on va dire, pris ou tendu avec les épaules, ça va nous limiter au niveau de notre amplitude du bas du corps. Sûr, en fait, là, on parle un peu de dissociation segmentaire, de la capacité d'équilibration globale, la capacité motrice globale. Moi, j'ai vu des joueurs de haut niveau en football ou rugby sur des sprints, pas savoir quoi faire de leur membre supérieur, tu vois, et avoir une sorte d'équilibration difficile. Et donc là, même système.
Il faut chercher une sorte d'harmonie globale motrice. Et il y a une sorte de mythe dans l'entraînement qu'il faut absolument tuer. C'est le mythe de dire, bon, écoute, ce joueur-là, il est comme ça et il ne changera pas. Et sa motricité du train supérieur, on ne la refera pas. Et tant pis, il jouera au foot comme ça. Ça, je pense que les gens qui ont cette philosophie-là, c'est une philosophie qui est contraire à l'entraînement sportif, puisque l'entraînement sportif, c'est de dire, je peux développer des choses. Et même à très haut niveau, je sais pas, Rafael Nadal, il a changé sa façon de servir. Bah ouais, après des titres et des titres et des titres, bah, il a changé sa façon de servir. Donc ça veut dire que on peut changer des choses et on peut évidemment envisager de rééquilibrer un schéma moteur global qui est pas hyper efficient. Mais encore une fois, je crois que le discours à tenir, c'est pas un discours de perfectionniste. Il ne faut pas faire en sorte que les gens adoptent le geste modèle d'Usain Bolt. Non, c'est un discours de minimum non négociable, d'accord, de base non négociable, où en gros, si le joueur ne les a pas, il faut corriger quelque chose. Et donc, on va faire un petit peu le yo-yo, on va retourner sur le bas de la jambe. Tu as parlé un petit peu des forces auxquelles on est soumis pendant les sprints au niveau du bas de la jambe. Pour donner une idée, ça représente quoi pour un athlète, on va dire un joueur de rugby ou de football amateur, sur un sprint, sur chaque foulée, sur chaque pas, à quel genre de force on est contraint? Alors là, c'est super simple. Quand un athlète de niveau correct court à fond, un adulte masculin, il va courir à 8 à 10 mètres par seconde, d'accord. Quand il est à sa vitesse maximale, ce qui arrive très tôt, hein, quand tu démarres un sprint à zéro, a fortiori quand tu as déjà de la vitesse, tu es à ta vitesse maximale en moins de 3 secondes, d'accord, globalement, hein, pour les gens de sport co. Et ben, en moins de 3 secondes, ton corps va être dans un contexte où il appuie sur le sol avec une seule jambe, un seul pied. Ça dure moins de 150 millisecondes. Donc, imagine, c'est extrêmement court. Et pendant ce moins de 150 millisecondes d'appui, tu vas générer des forces, notamment dans la dimension verticale, qui vont monter jusqu'à 3-4 fois ton poids corporel. Donc, ça veut dire que sans t'en rendre compte, quand tu es à fond, tu as un contexte de production de force extrêmement élevé. Alors, bien sûr, heureusement pour toi, ça ne dure pas des secondes et des secondes, hein, c'est des impacts. Sinon, tu auras du mal à faire 4 fois ton poids du corps en demi-squat. La plupart des gens n'arrivent pas à maintenir ça. Par contre, sur un appui de sprint qui dure très peu de temps, on arrive à gérer sur 150, 120 millisecondes. Donc, il ne faut pas croire, le sprint, c'est une activité avec des pics de force extrêmement élevés. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je milite pour que les gens globalement passent plus de temps à faire de la haute vitesse parce que c'est un stimulus d'entraînement de tout ce qui est pliométrie, réactivité qui est extrêmement riche. Tu ne peux pas trouver un exercice de pliométrie dans lequel tu auras la combinaison temps de contact 120-150 millisecondes slash 3-4 fois le poids du corps en pic. Ça n'existe pas. Le seul exercice qui te permet de faire ça, c'est de courir à fond. Ça tombe bien, c'est le plus simple de tous. Et donc, ce qui est intéressant peut-être dans ce cadre-là, pour certaines équipes amateurs qui n'ont peut-être pas accès à une salle de fitness avec leurs équipes, c'est que, bien sûr, si c'est bien structuré et bien progressé, le travail de sprint, en fait, c'est du travail en force. Alors ouais, c'est du travail en force spécifique. Et là, il y a un point très important qu'il faut. J'espère que nos travaux, mes interventions, tout ça aident à mieux comprendre ça. Quand on parle de force, 95% du temps, les gens imaginent gros costaud, grosse barre, gros disque et boum. Non, la force, c'est aussi de l'expression dans de la haute vitesse, c'est de la force dans des temps de contact très courts, etc. etc. Tu prends le champion du monde du soulevé de terre qui est capable de générer énormément de force avec ses membres inférieurs. Je pense que quand il court à fond, il appuie sur le sol beaucoup moins fort, relativement parlant, que certains joueurs de football ou certains joueurs de rugby. Donc de la force spécifique. Et oui, c'est un exercice idéal. Par contre, tu l'as très bien dit, il faut que ce soit dosé, fait progressivement à l'échelle de la carrière entière d'un joueur, de sa culture physique personnelle. Si demain tu es entraîneur de football amateur et que tu dis bon les gars, on va faire de la force spécifique et on va faire 10 sprints à fond 2 fois par semaine, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Donc ça veut dire que bien amené progressivement et à longue échelle dans la culture motrice des joueurs, c'est un exercice très pertinent.
Pour toi, aujourd'hui, quelles sont les croyances erronées qu'on trouve encore le plus on va dire, les cultures de clubs de sport collectif, de rugby, de football, de la part notamment peut-être des préparateurs physiques, mais surtout on va dire, des coachs de sport, techniques, tactiques. Qu'est-ce qui ressort le plus pour toi? Alors, pour moi, il y a deux choses qui ressortent le plus, qui sont. Alors, il y en a une qui est partiellement vraie. La première, c'est de dire la vitesse, c'est naturel, donc ça fait partie ou pas du joueur, de sa façon de jouer, et on n'y peut rien. Donc, en fait, soit le joueur, c'est Ronaldo, soit c'est pas Ronaldo, et on ne peut pas changer les choses. C'est partiellement vrai, parce que bien sûr, il y a un énorme design génétique de ta capacité de vitesse. Tu connais la fameuse phrase du coach qui dit: je pourrais te rendre plus rapide que tu ne l'es, mais je ne pourrai jamais te rendre rapide. C'est-à-dire que l'entraînement développe la capacité de vitesse sur une base génétique que les joueurs ont ou n'ont pas. Et c'est justement ça le discours, c'est de dire attention, ça peut quand même être développé, ça peut quand même être travaillé comme toute autre qualité physique. Donc ça, c'est la première croyance. La deuxième croyance, c'est finalement de voir le sprint comme le problème, alors que c'est probablement une partie de la solution. Pourquoi? Parce que les entraîneurs ne sont pas bêtes, hein, ils voient bien que c'est en sprintant que les joueurs se blessent la plupart du temps. Et donc, le discours que je trouve être mauvais, c'est de dire, puisqu'ils se blessent dans les séquences à haute vitesse, on va essayer de limiter les séquences à haute vitesse. C'est un raisonnement qui est logique quand tu y penses, mais le gros problème de ce raisonnement-là, c'est qu'on ne change pas le football et on ne change pas le rugby. Et le football et le rugby, les matchs demandent des séquences à haute vitesse. Donc, en fait, si les entraîneurs gèrent ça en disant il faut en faire de moins en moins et que les joueurs, par ailleurs, en font toujours autant dans les matchs, parce que c'est les matchs qu'ils demandent, il y a un problème. Et donc, l'idée, c'est de dire, puisque le match le demande, il faut en faire de façon raisonnable, régulière et bien encadrée pour se préparer aux demandes du match. C'est exactement comme un boxeur qui ferait que du shadow. D'accord? Pas de problème. Le premier pain qu'il va prendre en match, il ne va pas savoir comment ça se passe. Il y a eu un débat récemment avec le retour de Tyson à la boxe, où sa vidéo de Shadow est impressionnante parce qu'il est toujours puissant, rapide. Et le débat des vrais boxeurs, c'était de dire attendons qu'ils prennent une ou deux droites correctes pour voir si vraiment il est prêt. C'est exactement le truc. Il ne faut pas faire du shadow sprinting. Et donc, pour jouer un petit peu l'avocat du diable, si quelqu'un te dit oui, mais dans un match de foot, dans un match de rugby, on ne va jamais toucher notre Vmax, on va toujours être à 90-92%, qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je lui réponds oui, mais sur tes 20 joueurs dans la saison, tu en auras 5, 6 qui vont se blesser aux ischios. Donc, ça veut dire que la lésion musculaire ou la lésion tendineuse, elle n'a pas forcément besoin d'atteindre des vitesses maximales de course. La preuve, c'est que les joueurs se blessent quand même. Donc, l'idée, c'est quand même de quantifier ce qui se passe. Certes, dans un match, même a fortiori en jeu réduit, on n'atteint pas sa Vmax de course tel qu'on peut l'atteindre sur un test de sprint. Mais on atteint sur des accélérations de 2 secondes des vitesses qui sont quasiment proches de 90-95%. Donc ça veut dire que la contrainte mécanique qui expose à un risque de blessure, en match, on l'atteint clairement. En match ou à l'entraînement, hein. Donc ça veut bien dire que le contexte est là quand même. Et donc, pour les coachs qui ont conscience qu'il faut intégrer de la vitesse, mais qui ont peut-être peur de l'intégrer du fait qu'ils ne comprennent pas nécessairement comment le faire. J'entends beaucoup, par exemple, on va faire les 3 premières semaines, on va juste faire du jog, on va se remettre en jambes et ensuite on va commencer à sprinter. Pour toi, est-ce que ça, c'est la bonne approche? Et sinon, quelle est la meilleure façon d'aborder ça et de le progresser correctement pour justement l'inclure le plus tôt possible et pas se blesser derrière? Alors, là, j'ai un rôle facile parce que je ne suis pas en responsabilité sur le terrain, etc. Mais les gens avec qui je travaille, que je côtoie et les gens qui mettent ça en place réellement et chez qui ça marche, voilà ce qu'ils font. Ils n'abordent pas les choses avec un bouton on-off qui dit soit on en fait, soit on n'en fait pas. Ça, c'est ce que tu m'as décrit au début. On va faire du jog pendant 3 semaines, puis d'un seul coup, on va monter le moteur dans les tours comme des dingues. Ça ne marche pas. Et ça, effectivement, c'est dangereux. Je pense que ce qui est dangereux en termes de risque, c'est un gap trop grand entre de la course à basse vitesse qui ne stimule absolument pas les ischio-jambiers, par exemple, et de la course à vitesse maximale. Mais c'est là qu'il faut être un peu fin. Il y a un monde entre jogging et vitesse maximale. Et ce monde, il s'appelle la progressivité et il s'appelle faire du sprint
à vitesse sous-maximale. Et ça, je pense, c'est le chaînon manquant de beaucoup de préparateurs physiques, c'est de voir soit les choses par on n'en fait pas, soit les choses par on fait des séries de 40 mètres à bloc. Non, il y a un monde entre les deux. Donc en fait, c'est exactement comme tout à la musculation ou à l'entraînement. Il y a une forme de gradation qu'il faut respecter. Et là, un des conseils que j'ai donné à certains clubs avec qui j'ai discuté de ça, c'est de dire, dès une reprise de 3 semaines, un mois, vous pouvez commencer à faire des courses qui sont proches de la haute vitesse, sans être de la haute vitesse, mais qui commencent déjà à orienter les appuis, à avoir des temps de contact courts, à avoir des choses progressives. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas voir le sprint comme soit c'en est pas, soit c'est de la Vmax pure et dure. Et d'ailleurs, un dernier point là-dessus, je crois que il est plus important avec les joueurs de leur faire travailler proche de Vmax tout en contrôlant mécaniquement ce qui se passe, c'est-à-dire ils ont le contrôle de ce qui se passe, plutôt que de leur faire faire du max, 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 y compris en compétition entre eux, etc. Parce que ce que j'ai observé, c'est que quand les joueurs, tu leur dis, on fait un test, il y a Vmax, on cherche le meilleur, etc., etc., au niveau neuromusculaire, il se passe quelque chose, ils ne contrôlent plus rien, ils sont en situation un peu de panique et de survie, et ils sprintent de façon mécaniquement déplorable et peut-être dangereuse. Donc, quitte à limiter un petit peu l'aspect compétition sur ces choses-là jusqu'à ce qu'ils aient acquis une bonne coordination et un bon contrôle au Ouais. niveau de leur mouvement, toi, tu resterais sur des choses peut-être un peu plus, on va dire, structurées au Oui. niveau de la façon dont tu abordes le sprint. Oui, parce que si tu abordes les choses avec un objectif de compétition ou un objectif de production maximale, ils vont faire ce que tout le monde fait. Quand on te demande de donner le max, tu te mets en situation de survie, la technique, tu la laisses derrière, tu essayes de produire, produire, produire. Et ça, je pense que ce n'est pas bon, a fortiori chez des gens qui ne maîtrisent pas techniquement les choses. C'est comme les élèves, c'est comme tout. Dès que tu dis à quelqu'un, là, il y a une compète, donne ton max, si ce n'est pas maîtrisé, ça risque d'être contre-productif. Et pour les coachs qui utilisent l'argument du temps ou du manque de temps en termes de, par exemple, dans les sports amateurs, en termes de ah oui, mais bon, si je fais ça, après, c'est du temps que je passe pas avec un ballon à la main ou au pied. Comment on justifie ce temps dédié au travail de vitesse? Moi, c'est clair, hein, c'est un investissement. C'est-à-dire, en gros, soit vous estimez que c'est un problème, les blessures, la performance des joueurs au sprint, etc. Et si c'est un problème, il faut lui donner du temps, quitte à sacrifier autre chose. Soit vous estimez que ce n'est pas un problème et donc vous continuez comme ça, etc., etc. Honnêtement, dans la pratique, si c'est bien fait, si c'est bien encadré par des prépas physiques qui sont formés, qui sont bons, etc., je pense que l'investissement, c'est 2 fois un quart d'heure par semaine. 2 fois un quart d'heure par semaine pour se focaliser sur des choses très claires, etc., etc. En fait, c'est un travail de long terme. Ce n'est pas un travail, allez, on en fait 2 semaines et on sera couvert. Donc, en fait, la question, elle est simple, hein, c'est est-ce que oui ou non, c'est un problème dans votre club? Pas un problème? Ne donnez pas de temps. Donc, pour passer un petit peu à l'aspect, je pense, une des raisons pour lesquelles peut-être jusqu'à maintenant ça a été difficile d'avoir une conversation constructive autour du travail de vitesse et de sprint, c'est que jusqu'à récemment, c'était assez difficile de le quantifier, ou en tout cas, c'était cher de le quantifier en termes des outils qu'il fallait pour dire, ben, toi tu cours vite, toi tu cours moins vite, ou voir des progrès déterminants dans le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes méthodes qu'on a aujourd'hui pour mesurer la vitesse et avec l'avancée de la technologie et notamment certains travaux auxquels tu as participé, l'accessibilité à ces mesures-là depuis notre téléphone portable? Ouais, alors, si tu veux mesurer la vitesse maximale de course d'un joueur, tu as 3 solutions globalement. La première solution, c'est des cellules photoélectriques que tu vas placer à 5 mètres l'une de l'autre à peu près dans la zone de Vmax, autour de 25-30 mètres. Puis tu fais la vitesse moyenne sur 5 mètres, c'est très proche de la vitesse max, puisque tu sais qu'on atteint un plateau. Mais c'est cher en fait, hein, les cellules de chronométrage, mine de rien. Deuxième solution, tu peux utiliser un radar, qui est un outil de mesure de la vitesse maximale de course. Il est en train de se développer des capteurs portables, notamment dans une entreprise en Suisse qui s'appelle GetUp, qui vont mesurer pareil des vitesses plateaux et qui deviennent de moins en moins chères. Tu peux aussi utiliser ton téléphone avec des applications comme cette application MySprint qui va quantifier en fait la vitesse de déplacement tous les 5 mètres et te donner une idée de la vitesse maximale qui est très très proche. Vmax, le plateau de vitesse maximale maintenant, les GPS le déterminent pas mal, ces applications le déterminent pas mal. Donc, j'ai envie de dire, la vitesse maximale, c'est quasiment le plus facile à obtenir. En revanche, ce qui est un peu plus difficile, c'est l'accélération, c'est-à-dire la montée en vitesse. Et là, effectivement, cette application MySprint permet de le faire.
on a généré une feuille de calcul Excel dans laquelle tu peux retracer toute la cinétique d'évolution de la vitesse de chaque joueur sur la base des temps de passage que tu peux déterminer, soit en filmant avec une GoPro ou avec un iPhone, etc., soit avec ton outil radar. Donc, j'ai envie de dire, même un club qui n'a pas beaucoup de moyens, maintenant, avec la qualité des ralentis vidéo qu'on a, en s'installant correctement et en faisant 5-6 minutes d'analyse de données derrière, on peut sortir des valeurs pour chaque joueur qui permettent, comme tu le disais, de quantifier les choses. En soi, quantifier les choses, ça ne permet pas tout derrière. Ça permet juste d'avoir des chiffres pour raisonner, pour comparer les joueurs, pour voir qui a besoin de quoi, qui n'a pas besoin de quoi, et surtout pour voir l'effet dans le temps de la prépa et de l'entraînement si on veut développer la vitesse. À partir de quel, on va dire, niveau, ou à partir de quel moment dans l'évolution d'un club, que ce soit au niveau amateur, semi-pro ou professionnel, à partir de quel moment ça vaut la peine de faire justement ces tests de vitesse avec les joueurs? À quel moment on peut se dire, bon, bah, j'ai 4 heures d'entraînement dans la semaine, par exemple, pour un club amateur qui fait mardi, jeudi, 2 heures de temps. Euh, Hmm. Est-ce qu'on peut justifier le temps que ça prend pour faire des tests de vitesse autant qu'on peut justifier, par exemple, prendre 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes pour faire un 30-15 ou un Bronco ou un yo-yo ou peu importe ce qu'on décide de faire au niveau endurance? Ouais, alors ça, c'est une très bonne comparaison. Je suis un peu biaisé dans ce commentaire-là, mais je suis toujours étonné du décalage qu'il y a entre les évaluations d'ordre physiologique, la VMA, et les évaluations d'ordre plutôt biomécanique. Typiquement, beaucoup de clubs font des évaluations de début de saison type VAMEVAL, type 30-15, IFT, etc., pour savoir un peu les capacités aérobies de leurs joueurs. On va résumer ça très schématiquement comme ça. Et en parallèle, ne se soucient pas de la force des joueurs, de leur réactivité, de la raideur et de la vitesse. Tu vois l'idée? Alors, probablement parce que les tests sont plus simples et probablement aussi parce qu'ils sont moins impactants en termes de physique. Mais la réponse à ta question, pour moi, elle est assez simple. C'est à partir du moment où le staff, les dirigeants techniques sportifs du club se posent la question de développer les capacités physiques des joueurs pour contribuer à la performance en foot. Donc, pour faire simple, si dans ton club, l'idée c'est de jouer et puis de faire du foot, du foot, du foot, du foot, et puis d'aller comme ça dans la division, aucun besoin de faire ce type d'analyse. En revanche, si l'idée c'est d'améliorer le niveau de jeu global de l'équipe et que ça passe par une amélioration de certaines qualités physiques, là se pose la question de donner du temps à ça. Donc en fait, là quasiment je viens de te répondre parce que tu le sais, il y a des niveaux amateurs où en fait l'idée c'est loisir, petite compète, on joue comme ci, comme ça, machin, on fait que du foot. Et à partir du moment où on se dit il faut que quelque chose s'améliore et ça va passer par les qualités physiques, il faut faire des tests. C'est exactement, je prends souvent l'exemple du 10 km sur route, parce que beaucoup de gens voient ce que c'est, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Si ton approche du 10 km sur route, c'est de dire je vais en faire 4 ou 5 par an et puis je vais m'entraîner un peu comme ça et puis je vais m'améliorer, tu n'as aucun besoin de connaître ta VMA pour planifier tes séances ou de développer telle ou telle qualité physique. En revanche, quand tu auras fait ça pendant 2 saisons et que ton temps sur 10 km il va plafonner, tu sais que tes gains vont venir d'une analyse un peu plus complexe de tes qualités physiques et de voir où est-ce que tu dois développer quoi. Et en fait, c'est ça l'histoire de l'entraînement. À partir de quand tu dois arrêter d'être spécifique pour passer une vitesse. C'est le cas de le dire. Pour te donner un petit exemple concret, donc je travaille avec une équipe de rugby amateur ici en Suisse. On s'entraîne 2 fois par semaine, entre 90 et 120 minutes, le mardi et le jeudi. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est que j'intègre du travail de vitesse, comme on en a beaucoup parlé jusque-là, et on fait les tests. On fait un test de base d'endurance, juste pour donner une référence aux gars par rapport à leur niveau. Et pour l'instant, je n'arrive pas à justifier le temps que ça prendrait pour faire des tests, par exemple, même avec MySprint sur 30 mètres. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui serait plus intéressant à intégrer? Un test de quantification, on va dire, au niveau quantitatif de la vitesse sur, par exemple, un 30 mètres ou juste une Vmax, ou est-ce que ce serait plus intéressant, même pour une équipe amateur, d'aller côté qualitatif et de faire, par exemple, ce que Altis enseigne, le kinogramme, je ne sais pas si c'est un mot, un nom en français, une analyse plus, en gros, technique de la course des joueurs. Qu'est-ce qui serait le premier truc à aborder pour toi dans un contexte comme ça? Alors pour moi, c'est clair.
il faut être un peu pragmatique là dans cette histoire. La première chose, c'est si le staff décide que c'est un problème la vitesse des joueurs, parce qu'en fait, la réponse, elle va venir de là. Quand le staff va se dire on a perdu X matchs à cause de X situations et de X joueurs trop lents, là, on a une analyse qui démarre. Et je pense qu'il vaut mieux commencer par une approche quantitative des choses pour savoir quel joueur est rapide, quel joueur ne l'est pas et comment ça interfère avec les résultats globaux de l'équipe, si c'est identifié comme un problème. Par contre, derrière, l'analyse un peu plus qualitative, individualisée, elle va venir dans un deuxième temps pour répondre à la question d'où vient le fait, quels sont les facteurs limitants à la vitesse de ce joueur. Et chez certains joueurs, encore une fois, pas chez tous, mais chez certains joueurs, faire un kinogramme, c'est-à-dire analyser au ralenti, image par image, ce qui se passe, ça peut permettre de dire waouh, là, je vois un drapeau rouge, je vois un frein à lever. Là, je vois plutôt ça, moi, comme ça. Parce que le même raisonnement pour le 10 km tient pour le sprint. Si jamais ta seule approche, elle est quantitative et elle dit on va faire des 30 mètres encore et encore et encore et encore, même chose. Si tu ne résous pas le problème biomécanique qui limite la performance à 30 mètres, très probablement ton joueur il va plafonner puisque tu n'adresses pas, j'aime bien le terme anglais to tackle, c'est-à-dire tu ne tacles pas le problème. Et donc, Par contre, là, je suis d'accord avec toi, dans un contexte de 2 séances de 2 heures par semaine, voilà, mais encore une fois, si un jour les coachs se disent on n'est pas monté d'une division à cause de ça ou on est descendu d'une division à cause de ça et que le ça, c'est les qualités physiques de certains joueurs clés, là, ça prend de l'intérêt. Et donc, dans ce raisonnement-là, l'étape après, d'abord on fait le quantitatif, après le qualitatif. L'étape d'après, ce serait peut-être en allant un pas plus loin, le profil force-vitesse de chaque joueur, suivant le contexte. À partir de quel moment ce profil force-vitesse, il est intéressant par rapport au niveau de l'athlète? Pour moi, il est intéressant dès le départ parce qu'en fait, pour 2 raisons. La première, c'est que techniquement, ça ne coûte pas plus de mesurer le temps sur 30 mètres avec cette application et de calculer le profil force-vitesse, puisque la donnée, l'input, la donnée d'entrée, c'est la même. Donc, c'est-à-dire, de mon point de vue, c'est un peu, entre guillemets, stupide de ne pas avoir toutes les infos du profil force-vitesse si tu as de quoi le calculer. Et la deuxième partie de la réponse, c'est de dire le profil force-vitesse du joueur est une information beaucoup plus pertinente que la performance sur 30 ou 40 mètres. On a montré clairement, et je le vois souvent, qu'il y a des joueurs qui ont la même performance sur 40 mètres et qui ont des profils force-vitesse complètement différents. Donc ça veut dire que si ces joueurs-là, tu ne vas pas analyser ce profil, tu vas dire ils ont les mêmes capacités de sprint, on les entraîne pareil, on leur donne la même chose. Or, parfois c'est le cas, et parfois ils ont des qualités diamétralement opposées. Et si tu ne le sais pas, bah, tu restes dans un niveau d'information qui est trop basique. Tu restes sur ce joueur-là est lent, virgule, sur 30 mètres. Et tu t'orientes vers on va lui faire des 30 mètres pour qu'il s'améliore sur 30 mètres. Et peut-être, ce ne sera pas ça la bonne solution. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être une petite indication sur qu'est-ce qu'un profil force-vitesse, qu'est-ce que ça mesure et qu'est-ce que ça te permet de voir, comme tu as dit, au niveau individuel d'un athlète à l'autre. Ouais, alors en fait, le calcul du profil force-vitesse, c'est juste un calcul qui est basé sur les lois de Newton, hein, les lois de la mécanique de base, qui va te donner à chaque instant du sprint, donc à chaque vitesse, tu sais que quand tu accélères, tu changes de vitesse sans arrêt, eh bien à chaque instant du sprint, on va quantifier la production de force de ton corps. Ça veut dire qu'au tout départ du sprint, tu produis énormément de force, tu as peu de vitesse, et tout ça, ça va aller sous forme de spectre jusqu'à la zone de vitesse maximale, où tu n'appliques plus beaucoup de force dans le sens de l'accélération et tu appliques en revanche beaucoup de vitesse. Et en fait, ce spectre-là peut être très différent suivant les joueurs. Pour te la faire très simple, 2 joueurs qui passent la ligne d'arrivée à 30 mètres ensemble, peut-être qu'au tout début du sprint, il y en a un qui avait énormément de force, pas l'autre, et ça s'est compensé, etc., etc. Donc en fait, il se passe plein de choses dans un 30 mètres, et connaître ce spectre individuel, ça va te permettre de mieux régler, de notre point de vue, l'intervention. Alors là, je dis de notre point de vue parce que pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques claires. On est en train, avec le club de rugby de Grenoble notamment, d'essayer de voir si une approche un peu plus individualisée de la prépa est plus efficace que tout le monde fait la même chose. Est-ce qu'il y a on va dire soit des barèmes, soit des fourchettes qu'on vise en termes de ratio V0, F0 suivant le sport qu'on joue, ou est-ce qu'on doit encore aujourd'hui prendre le collectif de joueurs qu'on teste et ensuite voir s'il y a des gens qui sont, on va dire, un petit peu au-dessus de la norme ou un petit peu en dessous de la norme, que ce soit en V0 ou en F0?
Alors aujourd'hui, il commence à émerger des données un peu, des données de référence qui sont publiées, des bases de données. Ces données de référence, elles ont un seul petit problème, c'est qu'elles sont dépendantes du contexte, donc du type de sport, du pays, et elles sont dépendantes aussi des méthodes utilisées, parce que d'une méthode à l'autre, on a des indices qui sont parfois un peu différents, ce qui est normal. Donc j'ai envie de dire que le plus efficace, c'est de prendre les données de référence comme une info globale. C'est comme quand tu parles de VO2 max. Tu as des cyclistes, tu sais que globalement, un cycliste de haut niveau, c'est entre 60 et 80, 85 de VO2 max. Mais après, en fait, il y a tes cyclistes. Et c'est pour ça que je pense que le contexte spécifique est pour moi plus informatif que le contexte global. Le contexte global, il doit juste dire voilà comment ça se passe habituellement dans ce sport. Et après, ton contexte local, il est important parce que c'est lui qui va te permettre de décider des choses. Typiquement, si tous tes joueurs sont très, 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 très loin des standards sur une des variables du profil force-vitesse, tu as une première info. Et après, à l'intérieur de ça, comment sont tes joueurs entre eux te donne une deuxième info. Quand on a, dans le travail qu'on fait avec Grenoble, là, on prend la médiane du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on divise le groupe en deux. On ne peut pas faire plus précis, hein, sinon c'est un travail de fou. Mais on divise le groupe en deux sur chaque variable, qui est dans le top 50%, qui est dans le bottom 50%. Et donc, à partir de ces informations-là, comment est-ce que tu orientes l'entraînement si quelqu'un est a plutôt une V0 qui est haute ou une F0 qui est haute par rapport à la médiane? Donc là, on a une approche qui est là aussi pragmatique, qui n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que euh, on indexe seulement une partie de la préparation physique sur les profils individuels, pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'entraînement en sprint qui est commune à tout le monde. Le travail de pied, le travail de gainage, le travail de contrôle global du bassin et tout ça, c'est transversal. Et une partie de l'entraînement seulement va être indexée sur le profil. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on va doser ça au fil de la saison en fonction de comment le joueur s'adapte. Donc là, je te fais un exemple très concret. Un joueur qui est dans le bottom 50% sur la Vmax, ce joueur-là va avoir plus de stimulation à haute vitesse qu'un autre joueur qui n'est pas dans cette situation-là. Donc voilà comment on raisonne. On ne raisonne pas de façon on-off. On raisonne de façon très mesurée et on fait ce qu'on appelle plutôt des modulations de l'entraînement sur la base du profil plutôt qu'une orientation de l'entraînement. C'est plus réaliste. Tu as fait pas mal de recherches dans le sens du potentiel de blessure, notamment aux ischio-jambiers, par rapport à ce profil force-vitesse. C'en est où au niveau des conclusions que tu as pu en tirer ou des résultats qui en sont ressortis? Alors pour l'instant, on est en train d'écrire les articles, en fait, pour voir s'il y a un lien potentiel entre certaines variables du profil d'un athlète et le risque de blessure, notamment aux ischio-jambiers. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut énormément de joueurs pour avoir beaucoup de lésions et pour pouvoir observer rétrospectivement ce qui s'est passé. Puisque éthiquement, en recherche, on n'a pas le droit d'exposer des gens à la blessure pour que la science aille plus vite. On est bien d'accord. Donc, on attend de voir ce qui se passe dans leur contexte et on collecte beaucoup d'informations pour aussi surtout contrôler tous les facteurs qu'on appelle covariants, c'est-à-dire l'âge des joueurs, le nombre de matchs. Il est évident que si un joueur a joué 3 fois plus de matchs dans une saison qu'un autre, il faut en tenir compte quand tu étudies le risque de blessure. Donc tout ça, ça a pris énormément de temps. Et on est en train de publier les premières données qui vont plutôt dans le sens de il y a un lien qui est statistiquement significatif, mais pas hyper fort, entre la capacité de force horizontale et le risque de lésion ischio-jambier. Mais ce lien-là, il n'est pas assez fort pour en faire un lien prospectif majeur. Mais statistiquement, globalement, les joueurs qui se blessent ont une force horizontale maximale de poussée en sprint qui est un peu plus faible que les autres. Mais l'autre conclusion de l'étude, c'est que ce lien est tellement faible qu'il indique en fait qu'on est face à un puzzle et que le profil force-vitesse, c'est juste une pièce du puzzle de réflexion, tout comme l'est la force des disques jambiers, tout comme l'est l'âge du joueur, tout comme l'est son exposition, son volume d'entraînement, etc., etc. Donc on ne va pas vers une baguette magique, ni une boule de cristal, mais on va vers une variable de plus à intégrer dans ta réflexion globale. Donc, pour rester sur le sujet des blessures un petit peu, là, on a le retour au sport après le Covid, après une grande coupure. Tu as fait un post récemment qui était très intéressant sur comment réintroduire les chaussures, notamment les crampons ou les spikes sur la piste. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et des risques qui vont arriver ou qui sont en cours en termes de reprise du sport après une grande coupure quand on parle beaucoup de courses et de choses comme ça?
Ouais, en fait, la réflexion, c'est de dire dans beaucoup de sports même pas de haut niveau, hein, même à un niveau amateur, le matériel spécifique, notamment les chaussures, tend globalement au fil des années à être globalement un peu plus rigide, donc un peu plus dur à déformer, un peu plus léger, ce qui va souvent avec les matériaux, synthétiques, le carbone et cetera. Et en fait, ça, c'est une contrainte biomécanique très spécifique qui a été digérée par l'athlète au fil de ces mois et de ces années de pratique. C'est-à-dire faire un entraînement en pointe pour un sprinter ou pour une sprinteuse, ou faire un entraînement de haie en pointe avec des pointes qui sont indéformables, ça passe en temps normal parce qu'il le fait une fois, 2 fois par semaine depuis des années. Et le problème, c'est que du fait du blocage d'entraînement qui a été induit par le Covid, de très nombreux athlètes ont continué à s'entraîner physiquement, mais n'ont plus eu cette stimulation spécifique biomécanique de leur outil de travail, on va dire, très spécifique, y compris au niveau amateur. Et le problème, c'est que quand tu passes 10 semaines sans cette contrainte biomécanique très spécifique, après avoir passé des mois et des années à la voir régulièrement, la reprise risque de piquer un peu et risque d'être associée avec au minimum des douleurs et des adaptations, ce qui prouve bien d'ailleurs, quand tu n'as pas mis tes pointes ou tes chaussures de foot depuis 2 mois et que la première séance, elle te laisse des grosses courbatures dans le triceps, etc., ça prouve bien que ton système, il a été choqué. Et ben en fait, ces douleurs-là, elles sont symboles d'un besoin de progressivité dans la transition et d'un besoin de précaution. Parce que malheureusement, chez certains, ce sera juste des douleurs, chez d'autres, ce sera des ruptures ou des choses beaucoup plus pénibles. Donc là, il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une rupture physiologique, certes, qui a été bien gérée pour la plupart, hein, mais il y a eu une rupture aussi biomécanique, qui, elle, doit être beaucoup plus, comment dire, euh, progressive dans le retour. Et ça, c'est dans tous les sports, hein. Les tennisman, les joueurs et les joueuses de tennis qui ont laissé leur raquette spécifique et qui ont laissé la violence d'un service ou autre pendant des mois de côté, il ne faut pas qu'ils imaginent que ça va revenir sans conséquence du jour au lendemain. Même si physiologiquement, ils sont là, ils n'ont pas perdu de masse et tout s'est bien passé. Il faut faire le distinguo entre les deux. Donc, comment toi, tu réintroduirais ça dans le contexte sportif au niveau pratique? Ben, en fait, au niveau pratique, c'est le life, c'est du bon sens en fait. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui est hyper progressif, voire même au début sur des doses qu'on imagine dérisoires. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, bah, tiens, première séance de football, on va mettre les chaussures spécifiques que environ 10 minutes, un quart d'heure, ou 2 fois 5 minutes. La plupart des joueurs vont rigoler, sauf que le lendemain, ils vont venir avec un peu de courbature dans les pieds, dans les muscles du pied, des courbatures. Donc, ça prouve bien que… Donc là, pour moi, l'idée, c'est de la progressivité. On peut faire un entraînement qualitatif dans le sport spécifiquement, sans pour autant le faire à 100% avec le matériel très technique habituel. Mais après, il y a j'allais dire, la meilleure des progressivités, c'est celle qui consiste à ne pas complètement dégoupiller et mettre de côté le matériel quand on est bloqué par une situation comme ça. Mais ça vaut pareil pour les blessures. Un joueur ou une joueuse qui a une blessure, il doit pouvoir, pendant sa rééducation, ne serait-ce que pour un aspect un peu psychologique des choses, être en contact avec son matériel spécifique, a fortiori si ce matériel-là, il induit des chocs biomécaniques importants. Pour faire une petite transition vers tout ce qui est de la recherche et aussi des conseils que tu peux donner aux coachs et aux préparateurs physiques. Quand on parle de lire des papiers scientifiques, lire des études, toi ayant bossé autant en tant qu'athlète, bossé sur le terrain et maintenant, on va dire, dans les labos et avec cette recherche, comment est-ce que le préparateur physique lambda, on va dire, devrait aborder la recherche et lire ou pas des études qui sortent? Ouais, cette question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle se répond différemment, malheureusement, dans les pays non anglophones ou dans les contextes non anglophones et dans les contextes anglophones. Dans les contextes anglophones, quand une étude scientifique sort, la plupart des coachs professionnels, des préparateurs physiques professionnels, ils la lisent immédiatement comme on lirait un journal quotidien. En revanche, dans les pays non anglophones, il y a une première barrière à l'accès à la connaissance, c'est la barrière de la langue. Et là, pour moi, il n'y a pas de secret, j'y peux rien à la langue de la science, c'est l'anglais. Donc, si vous êtes un coach non anglophone, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ça très au sérieux. Il faut être capable de lire de l'anglais
pour le digérer sans que ce soit problématique. Ça, c'est la première étape. C'est une étape, on va dire, qualitative. Et après, il y a une étape quantitative. Je ne connais pas de préparateur physique ou de coach professionnels qui sont à un bon niveau de compétence. Attention, ça ne veut pas dire un bon niveau de pratique et de salariat. Il y a des gens incompétents à très haut niveau. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les survivants du système. Mais je ne connais pas de gens à très haut niveau de compétence qui ne lisent pas de façon compulsive et volumineuse. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le contenu du savoir en sciences du sport, c'est un contenu encore écrit et c'est un contenu qu'il faut lire. Donc, après, il y a une troisième barrière, c'est la barrière à l'accès, c'est-à-dire comment je fais pour voir un article. Cette barrière-là, honnêtement, en faisant attention à ce qui se passe sur les réseaux, en contactant les gens directement, si vous voulez lire un article, vous pourrez lire cet article. Je crois que là, il y a un message qui est clair à faire passer. La science n'est pas protégée par les gens qui la produisent. La première chose qu'un auteur d'un article fait quand on lui envoie un mail pour lui dire j'aimerais bien lire votre étude, c'est de donner l'étude à lire. On fait ce boulot-là, enfin en tout cas, j'espère. Moi, je fais ce boulot-là pour que les gens ils lisent ce qu'on fait. Hein, donc là, mais oui, c'est fondamental. Il faut se préparer à lire beaucoup, ne serait-ce que pour avoir l'info. Et après, il faut synthétiser l'info. Il faut accepter que les études se contredisent. Donc, il faut lire ça avec un œil un peu plus distant pour essayer de se dire, moi, dans mon contexte, comment j'apprécie les choses, etc., etc. Et comment justement, poursuivre un petit peu ce que tu viens de dire, comment éviter justement de dire, bon, bah, je vais lire toutes ces études et je vais appliquer absolument tout ce que je trouve à tout ce que je fais. Comment trouver cet équilibre entre on va dire la théorie, ou pas non, pas la théorie, mais les trouvailles qui viennent d'un contexte très, très spécifique, avec un groupe d'athlètes très, très spécifique. Comment on intègre ça ensuite dans nos contextes individuels et spécifiques? Très compliqué. Donc, tu as deux approches. Soit tu as une approche qui va aller vers les études qui font cette synthèse pour toi, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui disent il y a eu X études sur ce truc-là, voilà la conclusion globale. Mais les méta-analyses, elles ont un énorme problème, c'est que par définition, comme elles font la synthèse de choses qui sont parfois contradictoires, c'est extrêmement rare une méta-analyse qui dit ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi, etc. Et les résultats des méta-analyses sont toujours relativement flous. Donc moi, le conseil qui est clair, c'est regarder quelles sont les populations étudiées, est-ce qu'elles correspondent ou pas à votre contexte. Si tu vois une étude sur des cyclistes professionnels du Tour de France et que tu gères des cyclistes amateurs, peut-être que les conclusions sont complètement inadaptées à ton domaine, donc premier niveau. Et deuxième niveau, essayer de regarder la qualité méthodologique globale de l'étude et est-ce qu'elle fait du sens par rapport à vos connaissances. Et là, c'est fondamental. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour dire ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est vraiment pas bon et ça n'a pas de sens pour moi. Tu vois l'idée? Tu lis des études parfois où la méthode, c'est des séries et des séries et des séries de squats tous les jours pendant 10 jours. Et tu te dis, mais ça, c'est pas réaliste. Donc, ces résultats, je ne les, entre guillemets, je ne peux pas les acheter dans mon contexte. Je pense qu'il faut avoir du recul. Tout coach relativement bien formé est capable de dire, cette étude-là, elle se transfère à mon contexte, donc, entre guillemets, je l'achète ou pas. Tu vois, il y a plein d'études sur les boissons de récupération, des trucs comme ça. Tu regardes les dosages, tu regardes les trucs et tu te dis, mais est-ce que ça peut être transféré chez moi ou pas? Oui ou non, tu vois. Pour Il faut rester du dans, recul, quoi. ouais, pour rester dans le contexte des conseils pour les coachs et pour revenir un petit peu sur le sujet de la vitesse, pour les coachs ou les prépas qui t'entendent, qui entendent l'importance du travail de vitesse dans les sports co, mais qui ne savent pas vraiment où commencer, tu leur conseilles quoi? Ouais, très, très intéressante cette question. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est d'essayer de lire un peu et regarder un peu ce que des gens qui publient là-dessus font. Les approches, par exemple, de ce que fait Altis, les approches de ce que fait Jonas Dodou en Angleterre, etc., etc. C'est des choses qui sont pour moi intéressantes pour débuter. Et puis après, la deuxième chose, c'est de se former éventuellement et d'essayer d'avoir une approche progressive des choses. Donc, pour bien commencer, il faut déjà commencer par considérer de faire un peu plus de travail de sprint. Et si on ne se sent pas capable de le mettre en place, parce qu'il y a ça aussi, hein, il faut se former à faire du sprint. Et là, c'est comme tout. Hein.
Moi, demain, par exemple, si j'envisage pas de gérer des gens avec de l'entraînement en altitude, parce que j'ai pas les compétences. Par où je commence? Je lis les travaux de Grégoire Millet ou d'autres et j'essaye de me former à ça. À un moment donné, c'est de la compétence, hein. C'est pas, ça se trouve pas comme ça en se levant le matin. Donc, JB, on arrive gentiment vers la fin de l'interview. J'ai encore deux questions pour toi. La Mmh. première, si tu devais citer une ou deux choses dont tu te réjouis vraiment dans le monde de la performance qui vont un petit peu apparaître dans les années qui viennent de par ce que tu suis et ce que tu recherches. Waouh! Le truc qui m'enchante, c'est de se dire que de plus en plus d'entraîneurs à tous les niveaux se connectent à la recherche au sens large, mais en tout cas se connectent au fait de se poser des questions. C'est-à-dire que c'est ça, je trouve que c'est une progression dans le domaine, c'est de dire on arrête de prendre pour acquis ce qui nous a été enseigné par l'entraîneur qu'on a eu, qui lui a été enseigné par l'entraîneur qu'on a eu, et on essaye de remettre en cause un peu le savoir qu'on a, ses bases, ses justifications. Ça, c'est bien. Par contre, la dérive qui consiste à tout remettre en cause systématiquement, c'est une dérive qu'il faut absolument réguler. Sinon, on n'avance pas. Ça, je trouve ça intéressant. Et c'est aussi lié au développement des réseaux sociaux, de l'accès à l'info qui est un peu plus volumineuse. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue plutôt spécifique par rapport au sprint, je pense que le discours qu'on a évoqué au début de l'interview, etc., commence à transpirer un peu et je suis très content que certains groupes, certains clubs soient pionniers là-dedans en disant nous, on va prendre ça comme un vrai problème, on va essayer d'avancer et on va un peu montrer aux autres que ça marche et qu'on va dans la bonne direction. Donc les gens qui innovent et beaucoup plus de gens qui se connectent à tout ça. Dernière question pour toi. Où est-ce que les athlètes, les coachs, les gens qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent en trouver plus sur toi sur les différents réseaux? Alors j'essaye de tout centraliser, enfin de tout véhiculer par Twitter. C'est-à-dire que en général, quand il se passe quelque chose, là tu vois, ton podcast ou autre, je publie le lien sur à peu près tous mes réseaux sociaux, mais systématiquement, il le sera sur Twitter. Ça permet d'avoir un seul endroit où me suivre. Je crois que c'est @jb_morin. Mhm. Et quand il y a des choses vraiment importantes où on a pris du recul, qui nécessitent un peu de digestion, j'écris ça sur mon blog. Et donc, je fais des articles de blog 2, 3 fois par an sur des points. Là, je suis en train d'en écrire un sur le mythe ou pas du fait que les hautes charges en chariot, les chariots lestés, la haute résistance induit des blessures chez les athlètes, qui est un argument pour ne pas les utiliser. Et je pense que c'est un argument qui est pas bon. Donc voilà, je suis en train de faire un article de blog qui prend du temps par rapport à ça. Et ça, c'est sur ton site. Ouais, mon site, c'est jbmorin.net. Et sur le site, dans la catégorie médias, donc tout est en libre accès gratuit, hein. Dans la catégorie médias, je remets les choses, les vidéos YouTube et les choses comme ça. Donc voilà, les deux points où tout est centralisé, c'est mon site et Twitter. Alors pour ceux qui sont intéressés, je mettrai ces liens dans la description de la vidéo. JB, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes connaissances aujourd'hui. Cool. Merci et puis bonne chance dans les prochaines saisons, là. Merci, ciao.